Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo atypique, ma réponse à Ryo Sensei. Il se trouve que ce dernier a fait des réactions sur des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois déjà sur Mihawk, plus précisément ma théorie sur son Haki des rois et mon avis sur sa puissance. Du coup voilà, Ryo Sensei, je ne vous le présente pas, c'est un youtubeur connu, particulièrement pour sa position sur Mihawk et ses analyses sur les rapports de force. Donc je me suis dit que faire une réponse pourrait être intéressant. Alors, bien sûr, on va adresser le sujet du Haki des rois, mais on va porter le débat plus loin en parlant du cas Mihawk, de ce qui prouve, selon moi, que Mihawk a non seulement le niveau d'un empereur, mais aussi pourquoi ce dernier devrait être plus fort que Shanks. On va parler épéiste, empereur, Marineford, Haki, Kaido et bien plus, alors pour ne rien rater, restez jusqu'à la fin. Aussi, évidemment, tous les arguments présentés seront soutenus par des preuves factuelles et vérifiables. Et on va éviter de tomber dans la provocation parce que je pense que ça n'apporte rien au débat et qu'au contraire, ça nous en éloigne. On est là pour répondre à une question sur One Piece et non pour se tirer dessus. Ryo a sa position sur la question et j'ai la mienne. Mais il se trouve qu'on est opposés dans nos avis, donc je suis là pour vous présenter mon côté des choses et à vous de juger objectivement. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. En attendant, avant de commencer, si vous voulez nous soutenir, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà parlons du Haki des rois, qui est le sujet d'une des vidéos à laquelle Ryo a réagi. Dans cette dernière, je présente la théorie comme quoi, parce que Zoro a éveillé le Haki des rois, Mihawk est probablement lui aussi, étant son but ultime, un détenteur de ce même Haki. Et mon argument principal était que les ambitions royales de Zoro sont clairement de devenir le plus fort sabreur du monde, et que si viser ce titre est la raison pour laquelle il a éveillé le Haki des rois, alors il serait seulement naturel que Mihawk, qui est le détenteur de ce titre, l'ait aussi. Le contre-argument de Ryo était le fait que les ambitions royales de Zoro étaient de devenir le roi des enfers. Mais l'œuvre contredit clairement ça. Déjà, le premier réveil du Haki des rois de Zoro à Onigashima était au chapitre 1010 contre Kaido. Donc, 26 chapitres avant que Zoro ne déclare devenir le roi des enfers, ce qui s'est passé au chapitre 1036. Et 23 chapitres avant la question de King au 1033. On voit donc que les ambitions royales de Zoro ont commencé bien avant que ce dernier ne décide de devenir le roi des enfers. Et on sait que l'ambition de Zoro a toujours été d'être le numéro 1 des épéistes. Et même son souhait de devenir le roi des enfers se base uniquement sur son désir d'être le plus fort sabreur. Et on va prouver ça en analysant la réponse de Zoro à King et l'origine de son souhait de devenir le roi des enfers. Alors, au chapitre 1033, King demande à Zoro quelles étaient ses ambitions royales. Et Zoro lui répond qu'elles venaient de sa promesse faite à sa meilleure amie et à son capitaine, donc à Kuina et à Luffy. Alors, il nous suffit juste d'examiner en quoi consistaient ces promesses et on saura sur quoi se reposent les ambitions royales de Zoro. On peut voir à plusieurs reprises au chapitre 5 que la promesse de Zoro à Kuina est de devenir le plus fort sabreur du monde. Et on peut voir à plusieurs reprises encore au chapitre 52 que sa promesse à Luffy est aussi de devenir le plus fort sabreur du monde. Et même si on veut tourner la promesse de Zoro à Luffy, ça reste de ne plus être battu jusqu'à être devenu le plus fort sabreur du monde. Donc on voit vite qu'être le numéro 1 des épéistes est ce qui est au cœur de ces deux promesses. Ce qui veut dire que quand Zoro répond à la question de King sur ses ambitions royales et qu'il dit qu'elles se traduisent par les promesses faites à Kuina et à Luffy, on peut voir qu'elle réside bel et bien dans son désir d'être le plus fort sabreur. Mais, même si je vais dans le sens de son argument du roi des enfers, qu'on a déjà traité, il suffit de lire le chapitre. On peut voir juste dans la case qui précède sa déclaration qu'il se rappelle de sa promesse de devenir le plus fort sabreur à Luffy, voulant donc dire
que même son désir d'être le roi des enfers se repose entièrement sur sa promesse de devenir l'épéiste numéro 1. Donc, peu importe comment on essaye de retourner ses propos, on voit bien que les ambitions royales de Zoro émanent de son vœu d'être le plus fort sabreur. Donc, il est seulement logique que celui qui a déjà réussi à accomplir cette ambition le possède aussi. Un autre argument qui soutient la théorie du Haki des rois chez Mihawk sont les paroles de Rayleigh au chapitre 597. Il nous apprend que le Haki des rois est probablement détenu par ceux qui ont su se démarquer, qui ont réussi à se faire un nom ou à devenir célèbres. Mihawk est reconnu à travers le monde comme le plus fort sabreur et correspond clairement à la description de Rayleigh, comme on peut voir au chapitre 1058 quand Mihawk se rend chez Buggy et que les membres de l'équipage du clown ont littéralement du mal à croire qu'ils viennent de le voir. Donc, ça aussi c'est un argument de plus en sa faveur. Un autre argument que je peux aussi donner, c'est sa rivalité avec Shanks, qui est un utilisateur surpuissant du Haki des rois. Barbe Blanche nous indique au chapitre 434 que les duels de Shanks et Mihawk étaient légendaires et résonnaient à travers Grand Line. Shanks était donc déjà un monstre à l'époque, chose qui nous est confirmée par le chapitre, quand Barbe Blanche dit que tout le monde se demandait quel genre d'ennemi aurait pu lui prendre son bras, ce qui montre l'estime que tout le monde avait déjà pour Shanks à ce moment-là. Si Mihawk était aussi puissant que lui, chose qui est confirmée dans les databooks, il serait logique qu'il ait le Haki des rois. Et même dans le cas où il ne l'aurait pas, s'il a réussi à l'égaler sans, ça ne fait que complimenter ses autres qualités. Donc, on a tous vu, à travers des preuves concrètes, que non seulement le Haki des rois de Zoro provient de ses ambitions de devenir le meilleur sabreur, et non celle d'être le roi des enfers, mais aussi que Mihawk est probablement un détenteur de ce même Haki, et que dans le cas où il ne le serait pas, ce serait plus un compliment envers ses autres attributs qu'autre chose. Donc ça n'arrange pas l'argument contre lui. Mais justement, étant donné qu'on parle de son niveau, je vais vous expliquer pourquoi selon moi, Mihawk est clairement au niveau des empereurs. Mais avant ça, je me dois d'adresser rapidement certains des contre-arguments contre lui, en particulier ceux qui concernent Marineford, et d'expliquer pourquoi selon moi, l'argument de cette guerre serait le pire argument pour juger la puissance de Mihawk, et ferait même plus de tort à Shanks qu'autre chose. Du coup, pour pouvoir analyser Mihawk à Marineford, il faut tout d'abord s'assurer d'avoir compris le concept des capitaines corsaires. Les corsaires sont des pirates, autorisés par le gouvernement à poursuivre leurs activités en échange de leur coopération et aide contre d'autres pirates. Ils coopèrent avec le gouvernement, mais il faut garder en tête que les corsaires sont des pirates avant tout, et les pirates suivent leurs propres désirs. Les corsaires sont juste des pirates qui se servent du gouvernement pour leurs fins personnelles. En soi, les corsaires sont opposés à la marine, chose que Mihawk lui-même confirme au chapitre 234, lors de la réunion des corsaires et de la marine. Les corsaires n'ont par conséquent aucune raison de combattre à fond pour ces derniers qui sont leurs ennemis. Et la seule raison pour laquelle ils sont venus à Marineford, c'était pour maintenir leur statut de corsaire, rien d'autre. En faisant attention, on peut voir que ces derniers n'aidaient en rien à la marine. Moria a organisé une chasse aux zombies, Doflamingo a essayé de créer une alliance avec Crocodile et a essayé de tuer Moria, son collègue corsaire. Crocodile, Jinbe et Boa se sont carrément rangés du côté de Luffy. Mihawk, lui, était venu pour voir Barbe Blanche et a trouvé sur place un intérêt pour Luffy. On voit donc que les corsaires ont une attitude complètement désinvolte vis-à-vis de la marine et de leurs responsabilités, et n'étaient pas à fond à Marineford, et Mihawk encore moins, puisqu'Oda nous fait comprendre que parmi eux, il est le plus capricieux. Pour confirmer ça, il suffit de revenir au chapitre 234, encore, où Sengoku est surpris de le voir arriver à la réunion des corsaires et de la marine, et où Doflamingo précise également qu'il est le dernier qu'il s'attendait à voir venir. Rajoutez à ça le fait que lors de son introduction, il précise qu'il n'est pas du genre à se donner à fond sans raison et qu'il ajuste sa force en fonction de son adversaire, ce qui nous indique qu'on ne le verra à fond que quand il sera forcé de tout donner pour gagner. N'oublions pas non plus qu'on est aussi dans un shonen et rappelons-nous de ce que Mihawk représente pour Zoro. Il est son but ultime, celui qu'il sera amené à affronter à nouveau un jour. C'est nécessaire d'expliquer tout ça pour comprendre que les corsaires ne se donnaient jamais à fond à Marineford, et encore moins Mihawk, qui est plus désinvolte que les autres, et que l'auteur réserve vraiment pour son combat avec Zoro. Mais parlons quand même de ce qui est arrivé pendant cet arc. Déjà, le cas le plus simple, celui concernant ses paroles envers Barbe Blanche.
L'auteur nous confirme dans les databooks qu'à son arrivée à Marineford, Barbe Blanche est bien le plus fort du monde. Le fait qu'il y ait une distance entre lui et Mihawk n'est en rien diminutif de ce dernier, étant donné qu'il en existe une entre Barbe Blanche et tous les autres pirates du monde, justement parce qu'il est le plus fort. Donc cet argument n'a pas lieu d'être. Et aussi, l'argument comme quoi il aurait été dit que Shanks était égal à Barbe Blanche en termes de puissance dans sa vivre card est complètement faux. La vivre card dit qu'il est capable de se tenir à ses côtés et de parler avec lui en tant qu'égal, ce qui fait clairement référence au statut et non à la puissance. Et en statut, en tant qu'empereur, ils sont égaux. Mais en termes de force, non seulement les databooks mettent Barbe Blanche au-dessus, mais l'œuvre l'implique aussi, et même le roman d'Ace, où il est dit qu'il faut la force de Shanks au minimum pour être empereur, semble impliquer aussi qu'il serait en dessous de Barbe Blanche par exemple. En tant que plus fort du monde, Barbe Blanche n'a pas d'égal à son arrivée à Marineford, et ça inclut Shanks. C'est répété plusieurs fois dans l'œuvre et dans les documents extérieurs. Maintenant, parlons de Jaws. Certains veulent utiliser le fait que ce dernier ait bloqué l'attaque de Mihawk comme argument pour le rabaisser. Mais non seulement c'est faire preuve d'ignorance par rapport à des éléments clairs et importants du manga, mais ça revient juste à rabaisser Shanks. On sait que certains matériaux nécessitent l'utilisation du haki de l'armement avancé, comme par exemple l'acier de Mr. One. Jaws est lui fait de diamant, le matériel le plus résistant sur Terre, donc supérieur à l'acier, chose confirmée par Mr. One lui-même, donc le même principe s'applique aussi à lui. Pour couper Jaws, tout comme pour couper Mr. One, il faut avoir l'intention de couper précisément le matériel dont ils sont constitués. Les paroles de Koshiro au chapitre 194, disant que les plus forts sabreurs ne coupent que ce qu'ils ont l'intention de couper, s'appliquent évidemment au plus fort d'entre eux, Mihawk. Quand ce dernier a lancé son attaque, quelle était son intention? Clairement attaquer Barbe Blanche. C'est montré explicitement dans le manga, on ne va pas en débattre. Par conséquent, étant donné que Mihawk n'avait pas l'intention de couper le diamant, quand Jaws s'est interposé, il est tout à fait naturel qu'il n'ait pas réussi à le couper. Ce phénomène s'est déjà produit explicitement à une autre reprise dans le manga et ça nous a déjà été expliqué pendant le combat de Zoro et Kaku au chapitre 416. On sait que le Tekai du Cypher Pole s'apparente à de l'acier et on voit Zoro utiliser son haki pour couper le Tekai de Kaku de la même façon qu'il l'a fait avec Mr. One. Mais au dernier moment, Kaku désactive son Tekai et comme Zoro avait l'intention de trancher l'acier, il n'a pas réussi à blesser Kaku, chose que ce dernier lui-même explique clairement. Donc le fait que Mihawk n'ait pas réussi à trancher Jaws, qui est fait de diamant, sur son coup destiné à Barbe Blanche, est complètement normal et n'a rien de surprenant. Si Mihawk avait visé Jaws intentionnellement, ça serait une autre histoire. Bien sûr qu'il aurait coupé Jaws, comme le confirment les databooks où il est écrit qu'il n'existe rien que Mihawk ne puisse trancher. De plus, au chapitre 553, il est écrit que son attaque au sabre est la plus puissante du monde. Il est aussi dit dans les documents officiels que les lames noires sont au-dessus des autres lames et que celle de Mihawk est réputée comme la plus puissante de toutes. C'est dit dans le fascicule Road to Laugh Tale et les databooks. Autrement dit, si Shanks avait lancé ce slash à sa place, il n'aurait pas fait mieux. Donc dire que Mihawk, le plus fort sabreur, ne peut pas couper Jaws revient à dire que Shanks, lui non plus, par défaut, en est incapable. Pour l'argument de Vista, c'est encore pire, parce que non seulement les databooks font clairement comprendre que Mihawk est au-dessus, mais parce que ça va de soi qu'il est le plus fort des deux. Il est l'épéiste le plus fort du monde. Vista lui-même fait comprendre que Mihawk est le plus fort et dit que c'est un honneur de se mesurer à lui. Utiliser cet argument, c'est aussi complètement mettre de côté la stratégie de Sengoku pour Squard, qui consistait à demander aux alliés de la marine de ne blesser que les groupes pirates alliés à Barbe Blanche et non les commandants ou les membres directs de son équipage, pour pouvoir justement faire croire à Squard que Barbe Blanche les avait vendus pour sauver Ace et ses commandants, afin que ce dernier se retourne contre Barbe Blanche, expliquant donc pourquoi Mihawk n'a pas vraiment combattu Vista et expliquant les paroles de Vista qui dit qu'il serait bénéfique aux deux de reporter leur duel, étant donné que Vista devait sauver Ace et que Mihawk, lui, était limité par la stratégie de la marine et ne pouvait pas vraiment combattre. Par conséquent, Mihawk ne pouvait même pas blesser Vista à cause de la stratégie mise en place par Sengoku. Donc, comment on peut vouloir se baser sur ce combat pour évaluer la vraie puissance de Mihawk? Ça ne fait aucun sens. Et encore une fois,
Dire que Mihawk est équivalent à Vista, c'est dire que Vista est potentiellement encore plus proche de Shanks que de lui. Et il suffit de regarder le roman de Zoro pour s'en rendre compte. Pour résumer, dans ce dernier, Zoro visite un bar où des marines débattent de qui est le plus fort sabreur du monde. Et les rivaux actuels pour le titre sont Zoro, Shanks, Vista et Mihawk. Mais c'est la conclusion du débat qui nous intéresse, étant donné que Mihawk va être reconnu comme le plus fort des quatre. Donc, dans le monde de One Piece même, non seulement Mihawk est considéré plus fort que Shanks, Shanks est considéré comme un épéiste, chose sur laquelle on reviendra plus tard, mais Vista est considéré comme plus proche de Shanks que de Mihawk. Donc, pour ceux qui veulent dire que Vista est équivalent à Mihawk, gardez en tête que vous dites qu'il est encore plus proche de Shanks. Et ça, c'est sans mentionner le fait que Mihawk fixait Luffy pendant son combat contre Vista, montrant qu'il n'était clairement pas sérieux. Et d'ailleurs, même de manière générale, si on veut utiliser le fait qu'un commandant ait échangé quelques coups ou ait stoppé une attaque pour argumenter qu'un perso n'est pas au niveau des empereurs, alors il faut utiliser le même argument avec les autres Yonko. Big Mom se fait rouler dessus par Franky, éjectée du château par Jinbei et Robin. Pendant Whole Cake, elle se fait dégager du Sunny par Jinbei. On voit Marco qui combat cette dernière et même qui arrête l'attaque de Kaido. En parlant de lui, Kaido a reçu une cicatrice permanente de Zoro et a saigné à plusieurs reprises de coups infligés par Yamato pendant leur 1 contre 1. Il a aussi hurlé après que Momonosuke l'ait mordu. On peut aussi mentionner Law qui a réussi à briser les côtes de Big Mom et son bras et à faire saigner Teach en 1 contre 1 sur l'île du gagnant. Donc, si on veut utiliser le fait que Mihawk ait échangé quelques coups avec Vista, sans être à fond, en regardant Luffy et en étant limité par la stratégie de la marine contre lui, alors qu'est-ce qu'on doit dire des autres empereurs qui, eux, combattaient pour leur vie et leur titre et qui ont subi pire? Mais bien sûr, cet argument n'est utilisé que contre Mihawk. On voit donc que si on veut utiliser l'argument de Vista, non seulement on porte atteinte à Shanks, qui est, selon le roman de Zoro, plus proche de Vista que de Mihawk, mais aussi on porte atteinte aux autres empereurs, qui alors qu'ils combattaient sérieusement, se sont pris de sérieux dégâts par des persos du niveau commandant. On voit donc que les arguments de Vista et Jaws sont tous les deux invalides. En ce qui concerne l'argument de Luffy, je ne sais même pas si je devrais vraiment adresser ça. Parce qu'utiliser le fait que Mihawk n'ait pas réussi à tuer Luffy à Marineford comme argument, c'est juste oublier le concept d'un manga en pleine écriture, qui est de poursuivre l'œuvre en fait. Si Luffy meurt face à Mihawk, fini One Piece. Et s'il prend des dégâts trop sérieux, comme quand Mihawk a failli lui couper les bras, quoi? Luffy sera handicapé le reste de l'œuvre. Il faut comprendre que l'auteur a une œuvre à continuer et une ligne narrative à suivre à Marineford, qui est que Luffy arrive à délivrer Ace. Donc évidemment que Luffy échappera à Mihawk et à la mort de manière générale. C'est le but même de l'arc et le plot armor de Luffy. On voit donc que ça non plus, ce n'est pas un argument. De plus, Mihawk est l'un des seuls personnages à avoir terrorisé Luffy par sa puissance. Les seuls autres à l'avoir fait étaient Barbe Blanche et Akainu dans le même arc. Donc l'auteur a clairement fait comprendre à Marineford que Mihawk aurait pu one-shot Luffy facilement. L'écart de puissance est là, mais l'auteur a un arc à continuer. Que Luffy meure ou soit mis hors combat avant d'avoir délivré Ace ne ferait aucun sens. Et pour finir avec Marineford, le départ de Mihawk à l'arrivée de Shanks. Là encore, Oda nous a déjà donné les réponses. Mihawk nous a fait comprendre depuis sa première rencontre de l'œuvre avec Shanks qu'il ne veut plus affronter ce dernier depuis qu'il a perdu son bras, par honneur. Donc, évidemment qu'à l'arrivée de Shanks, la seule option qui lui reste est de partir, parce qu'il s'interdit à lui-même d'affronter ce dernier. En plus, ils sont tous les deux amis, donc Mihawk n'a aucune raison de rentrer en guerre contre Shanks pour la marine, qui selon ses propres dires au chapitre 234 est son ennemi. Donc là encore, c'est un argument invalide. En regardant les choses de plus près, on se rend donc compte à travers le statut de corsaire, les circonstances à Marineford et les éléments fournis par l'auteur et par l'œuvre, que cet arc ne reflète en rien un argument sérieux pour estimer la puissance de Mihawk, que ce soit l'argument de Barbe Blanche, Jaws, Vista, Luffy ou Shanks. Tous ces arguments n'ont soit pas lieu d'être, ou alors ne font que rabaisser Shanks, ce qui heurte leur but initial et nous permet de nous rendre compte qu'ils sont illogiques. Mais alors, si Marineford n'indique pas la véritable puissance de Mihawk, sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour l'estimer? Eh bien c'est simple, l'auteur a déjà tout fait pour nous en liant le personnage de Mihawk à Shanks et à Zoro
pour nous permettre d'estimer son niveau. Mihawk est le grand rival de Shanks. C'est confirmé à maintes reprises par l'auteur que c'est toujours le cas. La vivre carte de Mihawk précise que Shanks est son rival et dans les databooks, dans la section des relations, on peut voir que Shanks et Mihawk sont tous les deux respectivement annotés comme les rivaux l'un de l'autre. Et on peut vérifier que c'est bien au présent parce qu'en même temps, sur la même page, Zoro est noté comme le disciple de Mihawk, chose qui n'est arrivée qu'après Marineford, montrant que Shanks et Mihawk sont toujours considérés comme des rivaux actuellement par l'auteur. Par conséquent, il suffit d'établir un rapport de force entre Shanks et ce dernier pour estimer son niveau. Et généralement, le débat s'oriente autour de 2 points, le titre d'empereur et le titre d'épéiste le plus fort du monde. Sauf que, quand tu fais un rapport de force, tu dois te baser sur un argument qui met uniquement en lumière la force du combattant, alors que le titre d'empereur est un titre à plusieurs variables. La force individuelle à elle seule ne suffit pas pour devenir empereur. Il faut des territoires, de l'influence et bien plus pour le devenir. Le roman d'Ace nous dit exactement la même chose. Le titre d'empereur est donné à ceux capables de se construire un empire, d'où le nom empereur, qui est un titre de souverain, sauf que pour être un souverain, il faut des sujets sur qui régner et un empire. De plus, le chapitre 1058 nous fait clairement comprendre que non seulement Mihawk n'est pas intéressé par le titre d'empereur, mais même qu'il l'évite. Donc, non seulement à cause de la définition d'un empereur et de ce qu'elle implique, mais aussi des souhaits de Mihawk, on ne peut pas se pencher sur ce titre pour analyser le rapport de force entre ces deux-là. Le titre de plus fort sabreur, par contre, repose uniquement sur la puissance et les capacités combatives individuelles, donc est le meilleur point d'argumentation quant à un débat de puissance entre Mihawk et Shanks. La question qu'on doit donc se poser, c'est est-ce que Shanks est un épéiste? Si oui, alors Mihawk étant le plus fort sabreur sera automatiquement plus fort que lui, ce qui le placera directement au niveau des empereurs, et si la réponse est non, alors il sera impossible de départager objectivement ces deux-là. Pour apporter une réponse objective, on va se baser sur plusieurs critères. Déjà, les paroles de l'auteur et les documents officiels, puis les éléments de l'œuvre, et ensuite on adressera les contre-arguments. Déjà, concernant les documents officiels, il n'y a aucun doute possible. Shanks est clairement qualifié d'épéiste et ça à plusieurs reprises. Dans le roman de Zoro, qu'on a déjà parcouru, il est placé dans le débat des plus puissants épéistes du monde aux côtés de Zoro et Mihawk. Dans le rapport sur les pirates numéro 7, il est aussi qualifié directement de sabreur. Même chose dans le databook. Même dans le SBS 102, Oda lui-même l'inclut comme épéiste en réponse à un dessin l'illustrant aux côtés de Zoro et Mihawk encore une fois. Aussi, dans le magazine 4 milliards, qui rapporte des informations officielles fournies par Oda lui-même sur Shanks à l'occasion du film Red, il est explicitement dit que c'est bel et bien avec son sabre que Shanks combat. Donc, selon les paroles de l'auteur et toutes les sources officielles, Shanks est clairement un épéiste. Du coup maintenant, passons aux éléments du manga et voyons s'ils soutiennent cette hypothèse. Aujourd'hui, on a vu Shanks à plusieurs reprises se préparer à combattre, clasher avec des adversaires, mais aussi se battre. Lorsqu'il était petit et qu'il combattait l'équipage de Barbe Blanche, il utilisait des sabres. Dans son adolescence, même chose. Quand il rencontre Ace, il saisit son sabre. Quand il clash avec Barbe Blanche, c'est avec son sabre. Quand il arrête Akainu, même chose. Pareil quand il défie Barbe Noire à Marineford. Lorsqu'il arrive à Wano et menace Aramaki de l'affronter, il tient encore son sabre. Et plus récemment, quand il a satellisé Kid, c'était aussi avec son sabre. Même dans le film Red, où on voit un bref combat entre Shanks et Kizaru, il combat exclusivement à l'épée. Tous les éléments du manga ou des œuvres parallèles qui font référence au style de combat de Shanks pointent toutes unanimement vers le combat au sabre. On voit donc que peu importe si on se penche sur les documents officiels, sur les paroles de l'auteur ou uniquement sur l'œuvre, on peut voir que Shanks, sous tous les angles, est clairement un épéiste et par conséquent est moins fort que le plus fort épéiste du monde, Dracul Mihawk. Si Mihawk est supérieur à Shanks au combat et que Shanks est un empereur, ça place automatiquement Mihawk au niveau des empereurs en termes de puissance. Et en soi, le débat devrait s'arrêter là. Mais comme on le sait, il y a généralement deux arguments qui tentent de s'opposer au fait que Shanks soit un épéiste. Celui de son haki, qui le séparerait de ce titre, et le fait que ce titre reposerait uniquement sur le maniement du sabre. Donc les questions auxquelles on va répondre sont: est-ce que le haki
permet de dissocier quelqu'un du titre de sabreur, et qu'est-ce qui fait un sabreur dans One Piece? Et on va y répondre en utilisant l'œuvre, parce qu'Oda a déjà répondu à cette question à travers Zoro, qui est la définition canonique d'un épéiste dans One Piece. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder tous les power-ups de Zoro, lui qui suit la voie du sabre dans l'œuvre. À Alabasta, il s'éveille au haki de l'armement et de l'observation. À Enies Lobby, il nous sort Ashura, qui selon Kaku, émane de la volonté de Zoro. Et on sait que le haki, c'est la volonté dans One Piece. Donc, ce dernier serait aussi potentiellement l'explication de son power-up à Enies Lobby. Quand Zoro demande à Mihawk de l'entraîner sur la voie du sabre, quelle est la première leçon que lui donne Mihawk? Celle du haki. Après l'ellipse, comment Zoro a évolué, il revient avec son haki de l'observation et de l'armement mis au point. À Wano, il reçoit Enma, dont le fonctionnement repose sur l'absorption du haki de son utilisateur. Et bien sûr, sur Onigashima, il éveillera et utilisera la forme avancée du haki des rois. On peut donc voir que tous les power-ups de Zoro dans One Piece s'articulent d'une façon ou d'une autre autour du haki, dont plus récemment le haki des rois. L'auteur montre donc à travers Zoro que non seulement le haki ne permet pas de dissocier quelqu'un du titre de sabreur, mais en plus que le haki est essentiel et fait partie intégrale de la voie du sabreur. Ce dernier n'est donc pas une raison valable pour exclure Shanks d'appartenir à la catégorie des épéistes, surtout quand l'auteur lui-même nous a dit à plusieurs reprises qu'il en était un. L'argument comme quoi le titre du plus fort sabreur ne repose que sur le maniement du sabre est lui aussi nul, étant donné que Zoro lui-même non seulement utilise toutes les formes de haki dans ses combats, mais renforce régulièrement sa force physique et ses compétences au sabre, montrant que ces trois éléments sont essentiels pour un sabreur, ce qui devrait nous donner un aperçu de la réelle puissance de Mihawk, qui est le numéro 1. Du coup, on a prouvé, selon les documents officiels, les paroles de l'auteur lui-même et l'œuvre, que Shanks est bel et bien un sabreur, et on a prouvé que les contre-arguments contre ce fait étaient invalidés par l'auteur lui-même à travers le personnage de Zoro, qui est la meilleure représentation d'un épéiste dans One Piece. Donc, comme Shanks est bien un épéiste, il est par conséquent automatiquement moins fort que Mihawk. Mais, comme on veut faire les choses bien, on va pousser le débat encore plus loin et se demander si l'auteur a déjà explicitement impliqué la supériorité de Mihawk dans des documents officiels ou alors dans l'œuvre. Déjà, pour ce qui est des documents officiels, la vivre-carte de Mihawk nous indique deux choses. La première est que Mihawk n'a plus d'adversaire à sa hauteur, impliquant que Shanks ne l'est plus, chose qui semble être confirmée par le databook avec une case sur Shanks disant que par le passé, il était capable d'égaler Mihawk en puissance, ce qui implique qu'aujourd'hui, il n'en est plus capable. La vivre-carte de Mihawk dit également que ce dernier attend un sabreur qui surpasse Shanks, qualifiant non seulement Shanks de sabreur encore une fois, mais impliquant aussi que Mihawk lui est supérieur et recherche quelqu'un de plus fort. Il est aussi dit dans le databook que Shanks possède des compétences au sabre remarquables, mais que Mihawk est le numéro 1. Encore une fois, un élément en faveur de Mihawk. Le roman de Zoro illustre le classement des plus forts sabreurs, plaçant Mihawk numéro 1 devant Shanks encore une fois. Maintenant, pour ce qui est de l'œuvre. Il n'y a qu'une seule fois où ils sont mentionnés ensemble et où ils sont comparés dans un domaine relié à la puissance. Et c'est lorsque Brand annonce les primes de la Cross Guild et précise que Mihawk est un meilleur sabreur que Shanks et qu'il est le plus fort sabreur du monde. Donc, le seul élément de l'œuvre qui fait un comparatif direct entre les deux indique la supériorité de Mihawk, étant donné qu'on a déjà établi que Shanks était bien un sabreur. Par contre, il y a un autre moment de l'œuvre qui illustre la différence de puissance, la discussion entre eux quand Mihawk rend visite à Shanks. On sait depuis sa présentation que Mihawk est capable de reconnaître la puissance de son adversaire d'un simple regard, chose qui est également précisée dans sa vivre-carte. Par conséquent, quand ce dernier fait comprendre à Shanks qu'il n'a aucun intérêt à l'affronter depuis qu'il a perdu son bras, c'est parce qu'en estimant la puissance de Shanks, Mihawk s'est rendu compte que ce dernier n'était plus à son niveau actuellement. Quand il est dit d'un personnage dans l'œuvre et dans sa vivre-carte qu'il a la capacité d'identifier la puissance de quelqu'un et que cette personne établit un rapport de force, alors il a probablement raison. Que ce soit l'œuvre ou les documents officiels, là encore tout pointe dans la direction de Mihawk, donc il devrait être accepté comme le plus fort des deux. Mais c'est là que vient le dernier obstacle, la logique du scénario. Et par ça, j'entends le fait que certains assument que parce que Shanks est le modèle de Luffy et Mihawk celui de Zoro,
alors il serait illogique que Mihawk soit plus fort que Shanks. Mais là encore, c'est complètement oublier l'élément à la base même de One Piece, le sacrifice de Shanks et ce qu'il représente. Alors, c'est vrai, en temps normal, cette logique s'applique, mais pour One Piece, c'est différent. Il faut savoir que Shanks était un pirate extrêmement prometteur et sûrement le plus prometteur de sa génération. Il a eu des duels légendaires avec Mihawk et s'est construit une réputation parmi les plus puissants. Et juste avant que Shanks perde son bras, il était égal à Mihawk en termes de puissance. Mais comme on l'a déjà prouvé, Shanks est un sabreur et lorsqu'il a sacrifié son bras pour Luffy, et pas n'importe lequel mais son bras fort, comme le confirme le databook, c'est en même temps une partie importante de son potentiel de combattant qu'il a sacrifié. Le principe même du sacrifice, c'est de choisir de perdre quelque chose pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Shanks a perdu son bras et une partie de son potentiel de combattant et de sabreur pour Luffy, pour parier sur la nouvelle génération. Shanks est lui-même conscient qu'il a perdu quelque chose d'important, mais n'a aucun regret parce que selon lui, ça en valait la peine. La théorie comme quoi Shanks a trouvé le moyen de rester aussi fort et même d'être plus fort qu'il aurait été avec ses deux bras ne serait pas seulement illogique, mais elle viendrait rendre complètement nul le sacrifice de Shanks et gâcherait complètement l'histoire, étant donné qu'en soi, il n'aurait rien perdu et même aurait gagné en puissance de son sacrifice, ce qui ne fait absolument aucun sens. Donc, étant donné que Shanks a perdu son bras, au niveau du scénario, ça a tout son sens que Mihawk, son rival, qui était jusque-là son égal, l'ait dépassé à cause de son handicap. Ce qui expliquerait la frustration que Mihawk ressent, parce qu'il y aura toujours la question « et si Shanks n'avait pas perdu son bras fort ?» Ce qui est une question légitime, parce que je pense que s'il n'avait pas perdu son bras, ce serait peut-être lui le plus fort sabreur. Mais avec des si, on refait le monde. Et factuellement, aujourd'hui, Mihawk est le plus fort sabreur du monde. Peut-être à cause de ce qui est arrivé à Shanks, mais il l'est quand même. Et par conséquent, est actuellement supérieur à ce dernier. Le sacrifice de Shanks évite aussi un scénario illogique, où si Shanks avait ses deux bras et qu'il avait été le plus fort sabreur, Zoro se serait retrouvé dans la position où il chasserait la tête de Shanks, le modèle de son capitaine. Donc, à travers le sacrifice de Shanks, Oda a non seulement réussi à éviter un scénario catastrophique, réussi à donner une explication logique quant à la supériorité de Mihawk sur Shanks, mais a aussi créé un lien encore plus fort entre ce dernier et Luffy. Du coup, pour résumer, on a montré que Marineford n'était en rien un argument valable pour estimer la force de Mihawk. On a montré que tous les documents officiels et éléments du manga pointent dans la direction que Shanks est un sabreur. Aucun ne pointe dans la direction qu'il ne le soit pas. Le seul argument qui soutenait ça, c'était les paroles d'Oda dans un SBS qui disait qu'on n'avait pas encore vu Shanks se battre. Mais bien sûr, après le film Red et le chapitre 1079 avec son combat contre Kid, cet argument est tombé automatiquement à l'eau. On a aussi vu, à travers l'exemple de Zoro, que les arguments utilisés pour dissocier Shanks de ce titre, comme le haki, n'étaient pas valables, le gardant alors dans la catégorie des sabreurs, ce qui le place directement en dessous de Mihawk, qui est le plus fort sabreur de tous. Chose qui, on l'a vu, est aussi soutenue par les documents officiels, mais aussi par des éléments du manga. On a également prouvé la logique scénaristique derrière cet argument en mettant en lumière le sacrifice de Shanks. Donc, pour conclure, Mihawk doit être supérieur à Shanks en se basant sur des éléments factuels, et par conséquent, il devrait être automatiquement au niveau des empereurs. Voilà tous les arguments qui m'amènent à penser que Mihawk est bel et bien supérieur à Shanks au combat. Mais bien sûr, une dernière question nous fait opposition. Quel est le palmarès de Mihawk ? Et même si je pense que cette question est un peu de mauvaise foi, étant donné que l'auteur garde Mihawk pour la fin du manga et son futur combat contre Zoro, et par conséquent n'a montré que très peu le concernant, en examinant de près les éléments factuels à son sujet, on peut se rendre compte d'à quel point il pourrait être puissant. Déjà, il est le plus fort sabreur du monde. Les seules personnes avec des titres équivalents sont Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, Kaido, la plus forte créature, Big Mom, la plus forte femme, et Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché. C'est aussi le rival de l'empereur Shanks, chose qui nous est confirmée à maintes reprises, ce qui devrait être suffisant normalement pour nous donner une idée de son niveau. Aussi, c'est le seul pirate connu de l'histoire de One Piece avec une prime supérieure à celle de son présumé chef, qui en plus est un empereur. Sa prime est également supérieure à celle de Luffy. Il a une prime de 3,5 milliards de berry en ayant été un pirate solitaire pratiquement toute sa vie, et
dans le chapitre où sa prime nous est révélée, il nous est dit par Brand New exactement ce qui justifie sa prime en majorité. Son titre de plus fort sabreur est le fait que ses capacités au sabre soient supérieures à celles de Shanks. Le gars est au-dessus de 2 empereurs, dont son propre présumé chef, en termes de prime, et n'est qu'à 500 millions de Shanks, qui a énormément d'éléments en sa faveur. Il est capitaine d'un équipage d'empereurs, a navigué l'Oro Jackson avec le roi des pirates, il possède une flotte et des territoires, et est un empereur établi depuis maintenant des années. Le fait que l'écart entre les deux primes soit si faible, avec tous les éléments en faveur de Shanks, devrait nous mettre la puce à l'oreille quant à la puissance individuelle de Mihawk. Il est aussi qualifié par l'auteur lui-même dans les SBS 73 de légende vivante au même titre que Shanks et Barbe Blanche. Il a aussi la plus forte lame du monde et est le seul porteur de lame noire actuellement confirmé. De l'histoire, c'est le deuxième. Je fais remarquer qu'il y a plus d'utilisateurs de Haki des Rois avancés que de propriétaires de lame noire aujourd'hui dans One Piece. Et le seul à part lui à en avoir une était littéralement surnommé le dieu des lames, et l'épée de Mihawk est supérieure à la sienne, ce qui est confirmé dans le fascicule Road to Laugh Tale. Il est aussi l'un des 2 seuls personnages de l'œuvre à avoir terrifié Luffy de sa puissance. C'était à Marineford, après qu'il ait coupé une montagne et qu'il ait failli couper les bras de Luffy. Il est aussi le but ultime et le maître de Zoro, un personnage destiné à surpasser Rayleigh à son prime. Sa force est également reconnue par Barbe Blanche. On voit que rien que ça devrait être suffisant pour montrer que Mihawk est un personnage légitime et l'un des plus puissants du monde de One Piece. Même si après cette vidéo et tous les éléments factuels qui vous ont été présentés, vous continuez à croire que Shanks est supérieur à Mihawk, c'est votre droit et je respecte vos opinions. Par contre, si après cette vidéo on ne considère pas Mihawk comme un personnage qui devrait être équivalent en puissance aux empereurs, alors il faut peut-être remettre en question les fondements et les raisons de son opinion. Alors, je tiens quand même, par précaution, à adresser 2 derniers arguments au cas où ils feraient surface. Celui de Kaido et celui des paroles de Mihawk au chapitre 1081. L'argument du classement de Kaido n'est pas non plus valable, étant donné que ce dernier n'est pas le narrateur et ne peut classer que ceux dont il connaît précisément la puissance, ce qui explique l'absence d'un personnage comme Dragon qui n'a aucune raison de s'être confronté à Kaido, étant donné que sa cible est le gouvernement. Kaido ne peut donc connaître la puissance que de ceux qu'il a déjà affrontés ou avec qui il a passé du temps, ce qui est confirmé parce qu'on peut retracer les combats de Kaido avec chacune de ses figures, Roger à God Valley, Shanks avant Marineford, Oden à Wano, et évidemment en ce qui concerne Rox et Barbe Blanche, il connaît leur puissance étant donné qu'il était sur le même équipage qu'eux. On n'a aucune raison de penser que Kaido et Mihawk se sont déjà affrontés, ou que Kaido a déjà eu un aperçu de sa puissance. Sinon, Kaido aurait une autre cicatrice. Si Zoro a pu le faire avec la plupart de ses os brisés, alors Mihawk aurait pu le faire et en mieux. Du coup, on voit que Kaido, n'ayant aucun moyen de connaître la vraie puissance de Mihawk, ne constitue pas une source fiable pour comparer Shanks et ce dernier. Alors, le seul argument restant à adresser est celui des paroles de Mihawk qui s'étonne que Baggy lui demande d'aller combattre les autres empereurs pour saisir le One Piece. Comme les autres arguments, il néglige des choses déjà établies dans l'œuvre et dans ce cas précis, c'est la réticence des empereurs à se combattre entre eux. Quand Ace a demandé à Barbe Blanche d'aller venger Oden, ce dernier a refusé parce qu'il était conscient des risques qui venaient avec un combat contre l'équipage de Kaido. Une chose que le roman d'Ace vient soutenir en disant que les empereurs évitent eux-mêmes de s'affronter de manière individuelle. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que Mihawk soit réticent à l'idée de combattre les 3 empereurs, chose qui est à l'opposé de son désir d'avoir une vie tranquille, mais qui est aussi à l'opposé du but même de la création de la Cross Guild, qui n'est pas d'aller en guerre contre les autres empereurs pour le One Piece, mais de créer un État capable de se défendre suite à l'abolition du système des corsaires. En plus, comme Crocodile le souligne, il veut le faire sans préparation au préalable. La demande de Baggy n'est pas que déraisonnable ou contre-productive du point de vue de Mihawk, elle est aussi contraire au principe même de la création de la Cross Guild. Donc évidemment qu'il va être réticent à cette idée, rien d'étonnant à ça. Du coup voilà, c'était les 2 derniers arguments à adresser et c'est sur ça qu'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle pourra servir pour les débats de rapport de force entre Mihawk et Shanks. C'est mon avis, vous avez le vôtre, et voilà, on en débat tout en profitant de l'œuvre qui nous réunit. Sur ce, cette vidéo touche donc à sa fin, partagez vos pensées avec nous en commentaire. Du coup,
mettez un j'aime et partagez-la si elle vous a plu. Pour nous rejoindre et profiter de One Piece avec nous, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.